Salut tout le monde, bienvenue sur Always Geeks. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann et Alex et on fait l'analyse du nouveau Battletome des Fire Slayers. Mais avant toute chose, on aimerait remercier le Griffon, c'est notre boutique de jeux locale qui commandite la vidéo. Le Griffon, c'est l'endroit par excellence pour le Wargame, mais aussi pour les cartes Magic et aussi pour les jeux de société. Ils ont un inventaire qui est immense et des conseillers fort sympathiques pour vous aider à choisir le bon jeu de société pour vous. Alors, le lien vers le site Internet du Griffon va être dans la description. On vous encourage à aller jeter un coup d'œil et si vous passez à Sherbrooke, à passer sur Wellington pour voir la boutique. Et sur ce, on commence. Les gars, Alex, tu t'es parti en Fire Slayers. Tu t'es laissé tenter. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer par parler de ton impression globale du Battletome là, avant qu'on rentre dans le détail. Oui, ben c'est ça, c'est mon projet en fait de 2022, les Fire Slayers. On se doutait qu'il y avait un nouveau Battletome qui allait sortir. Fait que je me disais, c'est une belle opportunité de peut-être commencer cette armée-là. Puis ben, je les ai joués dans le passé. J'avais joué pendant je dirais les premières années de leurs deux premiers Battletome. Puis non, je me demandais vraiment, j'étais un peu curieux. Je suis un petit peu déçu de voir qu'il n'y a pas de nouveau modèle autre que le héros, le Runekeeper, le Flamekeeper, pardon, là, dans la box Fury of the Deep. Mais j'ai pu lire le Battletome, j'ai pu également jouer une partie, en fait. C'est sûr que c'est pas un gros échantillon, mais quand même, ça donne une idée. Et un peu comme la lignée là, des plus récents Battletome en V3, je pense que c'est un autre coup de circuit de la part de Games Workshop à ce niveau-là. Je pense que si ce qu'on recherche dans un Battletome, du moins, est-ce que le narratif, est-ce que l'idée qu'on se fait de comment l'armée fonctionne sur le champ de bataille, c'est respecté? Est-ce que l'armée a des trucs qui sont vraiment cassés, qui sont désagréables, qui sont NPE? Dans ce cas-ci, je peux dire non. Donc, pour vrai, là, pour moi, je pense que c'est un Battletome qui va faire en sorte que l'armée va être intéressante à jouer malgré le nombre limité de War Scroll. Je pense que l'armée va être le fun à jouer avec les synergies, les War Scroll en tant que tel. Puis je pense qu'il y a beaucoup de rage un peu sur Internet quand la box est sortie avec les données, là, de dire oh, les War Scrolls sont vraiment rendus moins bons, telle unité a perdu telle chose, telle unité a perdu telle chose, ils ont augmenté en points. C'était doom and gloom. Mais les paroles sages de plusieurs étaient ben, attendez le Battletome. Et c'est effectivement, on l'a le Battletome, puis on se rend compte que oui, effectivement, il y a beaucoup plus que les War Scrolls, puis il y a des synergies qui sont vraiment intéressantes à faire. Donc, dans l'ensemble, là, je pense que c'est un Battletome qui va se situer quand même assez bien placé dans le Fat Middle. Je pense pas que ça va être une armée qui va être oppressive, qui va être, je dirais, dans le S tiers, si on veut, là. Mais certainement, c'est une armée qui peut rivaliser, qui peut être compétitive là, contre plusieurs armées. D'accord avec Alex. Puis, tu sais, ce Battletome-là suit la tendance qu'on a observée dans les autres Battletomes V3, c'est-à-dire un allègement un peu des War Scrolls pour que les armées dépendent davantage des synergies qu'on peut faire avec les habiletés d'allégeance. On l'a vu, Nurgle, sa force, c'est dans les habiletés d'allégeance. Les Auric Warclans aussi. Oui, il y a des bons War Scrolls, mais c'est beaucoup les habiletés d'allégeance, les habiletés de commandement, les tricks qu'on peut faire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui permet les habiletés d'allégeance de donner vraiment l'ADN de l'armée, donc de vraiment faire en sorte que l'armée soit fluff et des règles qui reflètent vraiment un peu l'idée qu'on se fait, puis le lore de l'armée. Puis on est vraiment là, encore une fois, avec les Fire Slayers. Donc, comme les autres Battletome V3, on a des règles qui sont vraiment cohérentes avec, comme tu disais, l'idée qu'on se fait des Fire Slayers. Vraiment une belle armée qui va être fun à jouer, fun à affronter, forte sans être cassée. Vraiment une belle réussite, encore une fois. Je suis d'accord. Excellent. Alors, on commence ça. On va commencer avec les traits de bataille. Bon, premièrement, on a quatre loges. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va les présenter chacune, comme pour tous les Battletomes. Là, on a des loges, des Stormhawks qu'on va pouvoir choisir et qui ont été allégées avec beaucoup moins de règles qu'avant. Ensuite, on a une première attaque une première habileté qui va être assez structurante pour l'armée, c'est contre-attaque féroce, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une fois par bataille, pour à chacune des unités qu'on a, les faire frapper en premier lorsqu'ils vont se faire charger. Alex, à quel point Ouais, c'est fort, ça? c'était excellent. En fait, dans la partie test que j'ai fait, je l'ai utilisé à deux reprises. Puis avec, je dirais, quand même une très, très bonne efficacité. En fait, c'est une armée, on va le voir aussi tout le long du review, là, c'est une armée qui souffre beaucoup du manque de mouvement. Donc, avoir des charges, être celui qui va initier les charges, c'est pas toujours évident. Surtout quand on regarde des armées qui sont beaucoup plus mobiles. Tu sais, Yann, tu parles des Iron Jaws,
entre autres, mais aussi les Deepkin potentiellement, ou plein d'armées qui sont ultra mobiles. Dans ce cas-ci, ça va être difficile. Fait que justement, de venir un peu avoir un contrepoids. OK, je suis pas mobile, je peux peut-être pas initier des charges, choisir mes combats, mais là, j'ai un outil dans ma manche pour justement être capable de pallier à cette faiblesse-là. Et ça coûte qu'un seul point de commandement, c'est très bien. Et j'adore le fait qu'il est limité à une fois par unité et uniquement aux unités, donc pas aux héros. Donc, si on a un seigneur, un Runefather sur Magmadrot, ben, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est vraiment limité aux 3 unités, je dirais, là, d'unités de base, si on veut, là, et une fois par partie. Et il y a aussi un autre élément, c'est que l'unité ne doit pas, au début de la charge de phase, être engagée avec une unité déjà. Donc, si on est déjà en combat avec quelqu'un et qu'on se fait charger, on ne peut pas utiliser l'habilité contre-attaque féroce. Mais par contre, on peut se faire charger par plusieurs unités et quand même l'utiliser à ce moment-là, tant qu'on n'a pas été engagé au début de la phase. Donc, d'un, je pense que c'est une règle très, très fluff. Et de deux, je pense que c'est une règle qui va donner un très, très bel outil. Ça va faire réfléchir des joueurs, ben, est-ce que je veux charger vraiment là? Je veux-tu vraiment engager cette unité-là puis courir la chance de me faire frapper en premier? Donc, oui, c'est très, très solide. Oui, très solide, puis en même temps, plusieurs garde-fous, comme tu l'as dit. Donc, on ne pourra pas abuser non plus de cette règle-là. Puis très fluff, parce que je pense qu'une partie du gameplay des Fire Slayers, ça va être de s'asseoir sur les objectifs et de les tenir, donc vraiment d'encaisser. Et ça aide à encaisser en donnant des taloches avant d'en recevoir. Très certainement. J'aime bien, ça procure, dans le fond, une couche tactique au jeu parce que comme on peut juste le faire une fois par unité, l'adversaire peut nous charger avec une première unité. Il faut se demander est-ce qu'on l'utilise ou pas, on le garde pour plus tard. Donc, ça nous oblige à prendre des décisions. Puis prendre des décisions, ça peut être prendre des mauvaises décisions comme des bonnes décisions. J'aime vraiment, comme tu dis, la limite qu'ils ont mise. Là, ça rend ça plus intéressant à jouer que si toute l'armée avait eu cette règle-là, par exemple, d'emblée, ou si on avait pu la reprendre à chaque tour. Exact. Ensuite, on a un deuxième trait de bataille, c'est le serment d'âpre colère qui s'applique aux berserkers d'âpre colère. Exact. Donc, les Grimrod Berserker, chacun peut obtenir un rituel pour lui-même. Au début de la première lecture là, de la règle, je pensais qu'il pouvait affecter une unité qui était vraiment, c'est vraiment cassé, c'est vraiment très, très fort. Mais après une deuxième lecture, donc c'est vraiment le Berserker lui-même qui peut se faire un rituel. Il y a des bons rituels, on ne se le cachera pas, il y a des aspects intéressants, c'est pouvoir courir et charger, relancer et la course et la charge, faire des blessures mortelles sur des 6, c'est intéressant parce que ça s'applique aussi au H de G quand même, mais ça reste que c'est anecdotique, puis comme on va le voir plus tard avec le Berserker, ça reste un modèle qui détonne un peu du reste du Battle Tome parce que tout le Battle Tome est basé sur les synergies entre les War Scrolls. Et lui, c'est vraiment un personnage, c'est très, très fluff, là. C'est vraiment un agent unique. Donc, c'est vraiment un modèle qui va agir par lui-même, qui n'a pas besoin des synergies, qui n'en offre pas non plus. Et comme on va voir, c'est quand même assez dispendieux, cette armée-là. Donc, c'est un pensez-y bien, c'est une belle règle, ça donne une touche intéressante pour un modèle. Somme toute, qui était peut-être plus ou moins joué avant. Donc, peut-être ça donne une raison ou deux. On peut se faire quand même un bon missile avec un Grimrod Berserker, là, un one-trick, un one-shot pony qui peut frapper très, très fort pendant une phase de combat, peut-être deux. Là. Mais non, c'est bien. Encore une fois, sur un Berserker, c'est rien de cassé. Donc, c'est intéressant quand même. Sûr que le Berserker va faire la cote. Il y a d'autres héros qui apportent plus à l'armée, à mon avis. Donc, Ouais, c'est ça, exact. On passe ensuite, comme trait de bataille, aux runes d'Ur-Or, qui est un classique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces runes-là? Est-ce que ça a changé beaucoup par rapport à l'édition précédente? Quelques changements, puis je pense que la plupart des changements avaient déjà été mentionnés là, sur le site là, de Warhammer Community. En fait, c'est le même principe exactement que le plus récent Battletome. En fait, là, à chaque phase de héros, on choisit une des 6 runes, une fois par bataille. Il y a un trait de commandement qui nous permet de rejouer une rune déjà utilisée au préalable. Et on lance un dé. Sur un 1 à 5, on va avoir l'effet standard. Et sur un 6, on va avoir l'effet optimisé. Donc, qui va se cumuler à l'effet standard. Et il y a des effets qui sont vraiment, vraiment intéressants. C'est juste comme ça, la rune de fureur que j'aime bien, plus 1 pour toucher à la grandeur de l'armée. Fait que c'est un heart attack pour tout le monde. C'est très, très bien. Mais l'effet aussi optimisé, c'est plus 1 attaque au corps à corps aussi. Là.
Ça peut vraiment être assez game-breaking. Je pense aussi, entre autres, à la rune de vif acier qui augmente la perforation de 1 et l'effet optimisé, c'est de 2. Là, soudainement, augmenter la perforation de 2 à travers toute l'armée, ça rend toutes les unités extrêmement mortelles, extrêmement létales. Euh, Sinon, il y a aussi un classique, là, la rune de zèle implacable qui augmente le mouvement de 2 pour une armée qui est très, très peu mobile. C'est vraiment intéressant. Et l'effet optimisé, c'est les charges également, augmentent de 2. Donc, somme toute, là, je dirais là, les runes qui vont peut-être être le moins jouées, la rune de préscience qui affecte uniquement les haches de jet, plus 1 pour toucher. L'optimiser, c'est plus 1 pour blesser en plus. Pour les haches de jet qui sont 4+, pas de rend 1 à 8 pouces. C'est très, très anecdotique. Euh, Sinon, une qui est intéressante aussi qui a changé, entre autres, la rune d'incandescence, plus 1 pour blesser à la grandeur, excuse-moi, pardon, les 6 pour blesser font une blessure mortelle. Et l'effet optimisé, bon, c'est très, très anecdotique. C'est que si l'unité est en contact avec une unité ennemie sur un 2+, elle subit une blessure mortelle. Très anecdotique. Euh, donc voilà. Sinon, une autre qui est peut-être un petit peu moins jouée parce que vous allez voir, ça revient beaucoup dans le Battle Tome. La rune de détermination ardente, un ward, une protection de 6+ à travers toute l'armée ou 5+ sur les héros dans un cas de protection optimisée, de rune optimisée. C'est parce que c'est tellement de façons d'avoir une protection de 6+ dans le livre que c'est pas nécessairement pertinent. Mais on a des options, puis c'est toujours intéressant d'avoir des effets qui se font automatiquement, l'optimiser bien sûr sur un jet de dés, mais tout ça se fait automatiquement et ça s'applique à la grandeur de l'armée partout sur la table. Donc, je pense que c'est un peu la marque de commerce des Fire Slayers, cette règle-là. Je trouve ça vraiment le fun, cette règle-là, parce que contrairement à la plupart des habiletés d'allégeance qu'ont les autres armées, on la choisit, puis on choisit le moment où elle Ouais. s'applique. Donc, par exemple, Nurgle, avec leur point de contagion, où ils font des blessures mortelles, ben, c'est ça l'habilité, puis Ou elle la roue fonctionne de la encore. même manière, ou la roue. Là, ici, vraiment, on choisit à quel moment on utilise notre habilité. Ça donne une souplesse, puis ça vient pallier des lacunes de l'armée. Donc, on l'a dit, plus 1 à la caractéristique de mouvement, plus 2 à la charge. Donc, on vient augmenter notre charge. On sait aussi qu'on va le voir tantôt, il y a plusieurs unités dont le musicien donne plus 1 à la charge. Fait que là, on se retrouve avec des charges à plus 3. Donc là, une armée qui est très lente se retrouve à avoir comme pas mal plus de projections. On peut surprendre l'adversaire. C'est une unité qui manque de rend, en fait, une armée, pardon, qui manque de perforation sur ses attaques. Là, on est capable d'aller chercher, améliorer en fait notre perforation de 1 ou de 2. Donc vraiment, je trouve que ça vient pallier des lacunes de l'armée, puis on peut choisir le moment où on pallie cette lacune-là, ça peut être au bon moment. Donc vraiment, comme Vincent disait tantôt, ça offre des décisions à prendre, donc ça va être le fun à jouer. Décisions qui peuvent venir avec des mauvaises décisions, mais aussi avec des bonnes décisions. Donc vraiment, là, belle mécanique, belle règle, super. Puis pour ajouter aux runes d'Ur-Or, on a une nouvelle habileté héroïque, une nouvelle action héroïque qu'on va pouvoir faire chez les Fire Slayers. Elle est particulière parce que tu peux seulement la faire à ta phase de héros, puis ça va durer juste pour ta phase de ton tour à Ton toi. tour de joueur, Mais, ouais. mais ça va permettre, dans le fond, à un héros d'avoir l'effet optimisé de la rune sans avoir à lancer de dés. Donc, ça va fiabiliser finalement le tour où on va aller chercher notre reine -2. On va être certain d'aller chercher le reine -2 avec cette action héroïque-là. Ça me semble vraiment bon. Ou d'avoir une protection de 5+, par exemple, ou encore d'avoir plus un to hit, plus une attaque. Donc, il y a quand même plusieurs combinaisons qui sont intéressantes. Oui, puis c'est une fois par héros par partie, donc on peut la refaire à plusieurs reprises. Donc, encore une fois, tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qui va être forcément game-breaking, mais un Runefather sur Magmadrot qui a plus une attaque, plus un pour toucher, ou qui a une perforation de -2, en plus, mais oui, fait que ça vient intéressant, encore une fois, comme Yann disait, c'est une flexibilité. On peut le faire quand on en a besoin, quand on peut piger là-dedans. Le défi, c'est vraiment donc d'être capable de garder là, les runes qu'on veut vraiment utiliser pour le bon moment. Bref, et ça va revenir beaucoup dans le Battle Tome, mais si on met ça, si on met ça, si on met ça, et c'est là qu'on vient chercher la profondeur du livre, les synergies potentielles qui viennent décupler en fait l'efficacité du War Scroll. On passe maintenant aux optimisations, aux traits de commandement. Qu'est-ce qui sort du lot dans les traits de commandement pour toi, Alex? Pour moi, en fait, le premier, c'est l'esprit de Grimnir. Avec ce trait-là, tant que le général est sur le champ de bataille, on va avoir l'effet optimisé sur un 5+, et non sur un 6+. Donc, c'est quand même pas banal. On vient d'augmenter quand même de façon significative les chances d'avoir
un autre bonus additionnel. Pour moi, je pense que, tu sais, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais je pense qu'il n'y en a pas un autre comme celui-là que l'armée en entier peut bénéficier sur un simple jet de dés. On regarde les autres rapidement, là. Plus un jet de charge pour les unités entièrement dans 18 pouces, c'est très bien pour une armée qui est très peu mobile. Et 18 pouces, c'est un bon rayon. C'est une très, très bonne portée, en fait, pour ça aussi. Le sang du berserker, c'est pas triste. Donc, on peut faire attaquer une deuxième fois à la fin de la phase de combat le porteur. Donc, sur un Magmadrot, un Rune Fathers, c'est quand même beaucoup d'attaques. Ça peut être vraiment intéressant. Puis pour ceux qui sont peut-être plus dans le narratif, on a également le chef des Dualdrazal. C'est que dans le fond, des alliés du Hardin, qu'on va utiliser des Caradrons, par exemple, ou des Dispossessed, gagnent en fait le mot-clé Fire Slayer pour les runes d'Ur-Ar. Donc, peuvent bénéficier également des effets des runes d'Ur-Ar. C'est intéressant. Je pense pas que ça va être si bon que ça. J'ai pas encore fait tout le travail de regarder chaque War Scroll du Hardin puis voir comment on peut maximiser ça. Mais ça reste des alliés. Donc, ça reste un 400 points en jeu égal, typiquement. Fait que ça va être anecdotique, mais je pense que l'esprit de Grimnir, pour moi, c'est de loin le meilleur. Clairement. Moi, j'aime bien le chef des Dualdrazal, pouvoir ramener une unité alliée, mais il donnait un bonus. Je trouve que c'est plus le fun que juste avoir un allié qui synergise aucunement avec notre armée. Là, ça va avoir un petit bonus. Puis comme tu dis, j'ai hâte de voir. Peut-être que des gens vont trouver une unité du Hardin qui est particulièrement efficace avec telle rune, puis qui va finalement être jouée beaucoup plus. Mais je trouve au moins que ça ouvre le Battle Tome. Un Battle Tome qui n'a pas beaucoup d'entrées. Ça lui permet d'aller chercher d'autres entrées puis quand même bénéficier de certaines habiletés d'allégeance. Absolument. Ensuite, pouvoir pragmatique, ça c'est pour les prêtres Fire Slayer. Ouais, ben tu sais, je vais passer rapidement. Puis tu sais, il y a quand même il y a un choix qui est intéressant, en fait, là, c'est le maître prêtre, en fait. Là. On peut réactiver une rune qui a déjà été utilisée, c'est très, très fort. Le hic là-dedans, c'est qu'on va très, très souvent, d'un, préférer avec raison l'esprit de Grimnir, et on veut également avoir très souvent un général qui va être un Rune Father pour débloquer en ligne les Urgar Berserker aussi. Fait que, oui, maître prêtre est intéressant. Je vous dirais, c'est peut-être celui qui me paraît le meilleur. Mais encore une fois, réutiliser une rune, c'est bien. C'est très, très bien. Mais je pense que d'avoir la chance d'avoir potentiellement 5 effets optimisés, avoir davantage de chances de l'avoir durant une partie, pour moi, c'est auto-include. Ensuite de ça, on passe aux artefacts. Premièrement, les artefacts pour les Rune Father et les Rune Son. On peut s'amuser beaucoup avec les artefacts. Je pense qu'il y a vraiment une belle sélection. Il y en a deux, en fait, qui me parlent particulièrement au niveau du patrimoine des loges pour les Rune Father et les Rune Sons. Je pense que c'est deux profils très, très différents. Là. Le premier, rune majeure de volonté inflexible. Une fois par partie durant une phase, le porteur l'active, protection de 3+. Fin. Wow. Je veux dire, jouer un Magmadrot, je pense que c'est pas mal le go-to. En fait, là, ça peut donner vraiment un modèle, le rendre extrêmement tanky pour le combat où est-ce qu'on veut vraiment qu'il survive. Il y a aussi la hache de Grimnir, si on va avoir un potentiel plus offensif. On améliore la perforation de 1 et le dommage de 1. Fait qu'on passe à Rune Father qui a 4 attaques, 3+3+, moins 2, 4. Avec la rune de perforation, avec par exemple l'action héroïque qui fait l'effet optimisé de la rune, on peut tomber à plus la règle du Rune Father qu'on va voir bientôt, là, à 5 attaques, potentiellement un 2+ avec un alert attaque, 2+, 3+, moins 4 rend, 4 de dommages. Ça commence à être violent. Et donc, puis même en fait, on peut faire le même build à pied et avec une prière du Rune Master, peut également le faire attaquer en phase de héros également. Fait qu'on parle de 2 tours de combat avec du rend de 4 et du dommage de 4. Ça commence à être intéressant. Moi, j'aime beaucoup la rune majeure, la possibilité d'avoir une protection de 3+. Sur, comme tu disais, là, sur le papané, sur Magmadrot. En fait, je pense que dans beaucoup de listes, ça va être notre seul monstre aussi. Donc, on va avoir il va être notre général. Donc, on peut potentiellement empêcher l'adversaire d'avoir accès à 2 tactiques de bataille. Donc, Bring It Down, ça va être sa seule option, ça va être le Rune Fathers et le Slay the Warlord. Et là, on garde en réserve notre possibilité d'avoir le 3+ de Ward pour le tour où
c'est la seule tactique de bataille. Donc, il y a vraiment là, une possibilité de deny, d'empêcher 2 tactiques de bataille juste avec cet artefact-là. Moi, ne serait-ce que pour ça, je le prendrais. Tout à fait. On a les artefacts des forges temples, donc pour les prêtres. Donc, on parle du Rune Master et du Rune Smiter. Euh, Personnellement, je pense que celui, dépendamment qu'est-ce qu'on joue, bien sûr, si on joue une armée Lofnir avec beaucoup de Magmadrot, le Omdrot devient super intéressant. Plus on jette blessure pour les attaques de grippe, c'est 6 attaques de base. Donc, si on joue vraiment plusieurs Magmadrot, je pense que c'est un auto-include comme artefact. Sinon, j'aime bien la rune de nuage de cendre, qui une fois par partie dans la phase de héros adverse, en fait, là, on va utiliser cet item-là. Et dans le fond, toutes les unités qui sont entièrement à 12 pouces ne sont pas visibles pour les sorts. Donc, on ne peut pas recevoir de sorts ennemis. Fait que ça, c'est intéressant, une bonne protection. On n'a pas vraiment de protection magique intéressante dans le livre. Fait que ça peut être un item qui est intéressant. Si je continue dans la 3e section, les reliques des Ferd, j'aime mieux personnellement l'icône de Nucidienne, qui est la même chose qu'avant, en fait, là, pour les Fire Slayers, c'est tous les sorts et sorts persistants qui affectent nos unités amies en dedans de 12 pouces du porteur sur un 4+, les faits ignorés. Ça, c'est un autre item que je juge là, pratiquement auto-include dans les listes. Ça nous donne une super belle protection magique sans nécessairement investir dans un paquet de magiciens alliés. Mais il y a aussi la bière de Magmal qui peut avoir son charme, principalement sur, justement, on en parlait tantôt, sur un Grimwrath Berserker. Donc, on double ses caractéristiques d'attaque une fois par bataille. Ça peut faire bobo. On passe ensuite aux prières. On a 4 prières, plus les prières évidemment génériques auxquelles on a accès. Oui, tout à fait. En fait, c'est un bréviaire qui est intéressant, qui donne quand même là, plusieurs options tactiques. Et par chance, ben, on a un héros, on va voir plus tard, qui nous permet de toutes les connaître. Donc, je pense que c'est très, très toolbox. On en a une, entre autres, là, qui cible une unité alliée en dedans de 18 pouces, une unité Fire Slayers en dedans de 18 pouces. Et l'unité qui va se faire attaquer, dans le fond, les unités ennemies vont avoir -1 à leur jet pour blesser. Donc, c'est vraiment intéressant. On a également Tempête de Braise, qui est un choix qui est aussi intéressant. Donc, on parle d'une unité de Berserker, de Guard Berserker ou de Volkite Berserker, qui est en dedans de 18 pouces. L'unité peut courir et charger. Donc, si on cumule, exemple, avec la rune qui nous permet d'avoir 2 pouces de plus, on peut bouger de 6, prendre un CP, courir de 6. Fait qu'on tombe à 12 pouces de projection, plus une charge aussi. Fait on peut avoir une unité pendant un tour qui est extrêmement mobile, puis qui peut aller chercher quand même un objectif en fond de territoire assez aisément. Sinon aussi, la prière de Fureur de Grimnir qui permet à un héros en dedans de 12 pouces qui n'est pas sur un Magmadrot, malheureusement, et qui peut attaquer, donc en phase de héros. On va en parler plus tard, il y a des petites possibilités intéressantes à ce niveau-là. Le courroux de Vulcatrix, c'est correct. On a une habilité semblable là, en Gure. Bien sûr, présentement, on est en Gure, fait que c'est un peu le player pack qu'on a, mais éventuellement, on aura un autre player pack dans un autre General's Handbook. Mais ça permet d'avoir essentiellement le monstre, un Magmadrot, qui est à son top bracket. Dans le livre, en fait, dans Gure, c'est uniquement pour la phase de combat, si je ne me trompe pas. Cette fois-ci, on peut avoir aussi dans toutes les phases, donc ça inclut le mouvement aussi. Donc, un petit bonus intéressant, mais encore une fois, c'est des prières qui sont relativement situationnelles. C'est difficile de dire, ben moi, je veux celle-là, mais par chance, on a un héros qui les connaît toutes un peu plus tard. On passe ensuite aux traits de monture. On va voir que les Magmadrots ont monté beaucoup de coups en points, mais ils ont gagné des traits de monture. Ils sont meilleurs qu'ils l'étaient. Ouais, en fait, il y en a 2 sur 3 qui sont ultimement très pertinents. Pour ma part, je pense qu'il y en a un qui est un auto-include quand on joue un Magmadrot, mais souvent, si on en joue plus qu'un, on va tendre vers l'Ofnir qui nous permet d'avoir 2 de plus. Donc, on va avoir les 2. Encore une fois, un qui est très, très offensif, le très jeune écaille de flamme. Lorsqu'on fait l'action monstrueuse piétinement, donc stomp, on ajoute 3 blessures mortelles au dommage qui est fait. Donc, c'est toujours bon d'avoir un petit 3 blessures mortelles de plus. Mais celui, je pense, qui se distingue le plus vraiment, c'est l'ancien cœur de houille. En fait, toutes les attaques de corps à corps qui ciblent le porteur, on soustrait 1 au dégâts jusqu'à un minimum de 1, bien entendu. C'est la règle des Séraphons Coalesce. Wow. Je veux dire, oui. Donc, cumulons ça avec la protection de 3+ une fois par bataille. On peut avoir un Magmadrot là, qui est extrêmement difficile à coucher.
Ça me permet maintenant de passer au lodge. Tu as déjà parlé de l'Ofnir, mais il y en a plein, il y en a 3 autres aussi. Alors, laquelle est ta préférée? Ben, tout d'abord, les loges ont eu le même traitement en fait que le nouveau Battle Tome. Je pense que c'est Yann qui en parlait un peu tantôt, qui disait ben, c'est une règle, puis that's it, on n'a plus d'artefacts d'imposer, on n'a plus de command trade d'imposer. Donc, les 4 loges, en fait, sur les 4, je pense qu'il y en a 3 qui vont pouvoir avoir du jeu. Personnellement, moi, j'y vais avec Greyford. Greyford, c'est une loge qui permet tous les héros à piller ont plus un PV. C'est anecdotique, mais quand même, combien de fois euh, on s'est fait tuer un héros, puis c'est exactement le nombre de PV. Là, avec un petit PV de plus, ben, je contiens mes buffs. Je peux avoir aussi de guérison héroïque. Et surtout, en fait, on prend Greyford parce qu'on peut avoir 2 artefacts de plus dans l'armée. Donc, ça, c'est la raison principale. Et comme on l'a vu il y a quelques instants, les artefacts Fire Slayer, je pense, sont en bonne quantité et sont très pertinents. Donc, on a des excellents choix. Donc, je pense que pour moi, là, ça donne vraiment un petit look plus toolbox, plus, je dirais, option. Donc, pour moi, c'est un choix qui est intéressant. Un autre qui est vraiment intéressant, c'est Vostarg. Vostarg, ça permet à tout ce qui est Berserker Vulkit, donc les unités de base qui sont en ligne, lorsqu'ils chargent, +1 pour toucher et +1 pour blesser. Donc, c'est quand même intéressant. Et puisqu'on va le voir plus tard, on risque d'avoir beaucoup plus de Volkite Berserker sur la table. Donc, une armée qui peut se baser là, sur un bon nombre de ces unités-là peuvent en tirer profit. Le troisième, je pense qu'on peut voir aussi, puis ça va dépendre beaucoup du build, c'est l'Ofnir. Je viens d'en parler avec les traits de Magmadrot. Donc, c'est une armée qui, en plus, débloque les Magmadrot, les Runestone sur Magmadrot en ligne. On peut avoir donc une armée entièrement composée de Magmadrot. Et dans cette sous-faction-là, les Magmadrot ont 2 points de vie de plus. Donc, on passe de 16 à 18, ce qui est toujours intéressant. Et on peut avoir donc 3 traits de monture. Donc, les 3 traits qu'on a vus, on peut les avoir. Donc, on peut avoir vraiment un héros qui va être beaucoup plus agressif, avec notamment le trait jeune pour d'écailles de flamme, là, celui qui fait les blessures mortelles, et avec la hache de Grimnir, par exemple, on peut avoir vraiment un Magmadrot très, très offensif, et un autre qui est plus défensif avec la rune de 3+, protection une fois par bataille, et également avec l'ancien cœur d'Oé pour diminuer les dommages de 1. Donc, on va avoir les deux. Si on est vraiment dit, moi, je veux une armée avec beaucoup de Magmadrot, ben, l'Ofnir, c'est une belle option. Ben, je déteste pas Hermdar de mon côté. C'est peut-être celle que tu mettais un peu plus sur les tablettes. Ouais. L'avantage que j'y vois, en fait, c'est que Fire Slayers, on va jouer des gros paquets, des grosses unités de Fire Slayers. Ils ne sont pas particulièrement tanky, les Fire Slayers. Donc, on va en perdre. Il y en a qui vont mourir. C'est aussi une armée qui ne peut pas générer de points de commandement additionnels. Donc, on est coincé avec les points de commandement de base là, que les règles génériques nous donnent. Donc, être obligé de garder un CP à chaque tour pour éviter les jets de Battle Shock, ça nous coupe des options. Je pense qu'avec Hermdar, on arrive à finalement mitiger un peu l'effet des jets de Battle Shock ratés. Donc, c'est pas sans intérêt, d'autant plus que les CP vont être précieux dans cette armée-là. Ouais. Ben, en fait, j'y vais, puis je t'entends, puis c'est tout à fait pertinent, puis je comprends très bien. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas tant d'aptitudes de commandement que ça que l'armée va utiliser. Pour vrai, là, il n'y en a pas sur les War Scrolls. Celle de base demeure très pertinente, mais en même temps, en tout cas, dans la partie test que j'ai faite, jamais je me suis retrouvé dans une situation où je me dis j'ai manqué de CP. Deuxièmement, c'est une habilité qui est un peu plus anecdotique. Il faut que mon unité soit entièrement en territoire adverse ou entièrement dans 12 pouces d'objectifs. On s'entend, c'est pas très difficile à faire, dans le sens que surtout dans une partie avec plusieurs objectifs, mais ça reste que ça peut être du peaufinage de dire j'en ai un qui est pas dans 12 pouces, donc je peux pas avoir l'habilité. Puis troisièmement, c'est également une habilité qui nécessite la perte de modèle pour bénéficier de l'armée. Alors que toutes les autres, on a les bénéfices sans condition. Ben, en fait, sauf Vostarg qui charge, là, mais et ça, moi, je trouve ça un petit peu dommage que j'active mes bonus de sous-faction quand je perds des modèles. Donc ça On est d'accord, puis Greyford, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur. Je ne suis pas un fan de Vostarg parce que je ne pense pas que c'est une armée qui va charger énormément. Mais là, puis ça reflète peut-être aussi un peu notre style de jeu. Moi, je me dis, c'est sûr que je perds des modèles en Fire Slayers. C'est impossible. Donc, c'est sûr que je vais avoir des jets de Battle Shock. Puis,
je suis très dépensier sur les points de commandement, là. Moi, je distribue ça comme des bonbons à l'Halloween, là. Donc, j'aime bien avoir beaucoup de CP, all-out defense, all-out attaque, relancer une charge, faire une course à 6 pour aller chercher un objectif. Fait que je suis un joueur Gloomspite, je suis un joueur Cool Boys, donc c'est sûr que des tests de bravoure, j'ai à en faire souvent. Donc, être obligé de garder à chaque tour, puis en fait, à chaque tour, hein, un CP. Donc, c'est potentiellement 2 CP par ronde de bataille que tu as à garder juste pour des tests de commandement. Je trouve que ça coûte cher. Donc, Mdar, je ne l'éliminais pas d'emblée, disons, tout en sachant que ce n'est pas le meilleur choix nécessairement non plus dans les cadres. On se comprend. Ensuite de ça, ben, on a dans le fond, des grandes stratégies de plus qui se sont ajoutées. Ouais, ben, tu sais, encore une fois, c'est thématique, c'est beau, mais la grande stratégie, je pense qu'encore une fois, comme la plupart, en fait, des armées qui ont soit un tombe célestial, soit un nouveau battle tombe, je pense que la plupart des grandes stratégies de base sont meilleures que celles des grandes stratégies dans le battle tombe qui sont spécifiques parce qu'il y a plusieurs conditions qui sont plus thématiques, mais qui sont plus difficiles à obtenir. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde pratiquement toutes les unités tombent en ligne. Fait que pour moi, Hold the Line, c'est un peu la tactique, la stratégie par défaut. Donc, OK, bon, ben, j'ai 70 nains sur la table, ben, il faut tout que tu tu pourras pas que j'ai ma grande stratégie. Fait que pour moi, malheureusement, c'est cool, c'est thématique, c'est bien, mais on peut passer. Et qu'est-ce qu'il y en a des tactiques de bataille? Est-ce qu'on a des choix plus intéressants de ce côté-là? Oui, il y a quand même des choix intéressants, je vous dirais, puis intéressants et thématiques. Puis je pense que tout joueur du Hardin qui se respecte se doit au moins à chaque bataille d'invoquer la première tactique de bataille qui s'appelle Solder une rancune. Et encore une fois, je remercie Games Workshop d'avoir écrit la règle vraiment de façon intéressante. Puis juste pour vous, je vais la lire à l'écran en fait, là. Donc, chaque fois qu'une unité ennemie est détruite par les blessures causées par une attaque, notez l'unité ennemie qui a effectué l'attaque et j'ai mis le entre parenthèses dans un livre des rancunes, si vous voulez. Donc, oui, tout à fait, ça fait un rappel à Warhammer Fantasy, dans le vieux monde, les nains avec leur livre des rancunes. Donc, si on détruit l'unité, justement, qui a détruit une de nos unités, ben, on va réussir la battle tactique. Fait que c'est intéressant. Quand on perd un combat, il reste un ou deux modèles, puis bon, c'est une unité qui n'est pas ligne, qui n'est pas un monstre. Ah, ben, j'ai trouvé cette unité-là, puis je fais ma tactique. Et en plus, j'ai réussi à solder une rancune. Fait que c'est du 2 pour 1. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, d'autres qui sont quand même intéressants, d'autres qui sont, je dirais, qui sont peut-être un peu plus difficiles à faire. Là, une mort ignoble. Personnellement, je l'adore. Je pense pas jamais la prendre, mais d'un coup que choisissez un héros ennemi, vous menez à bien cette tactique si le héros choisi est tué par des blessures causées par une attaque de hache de jet. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, on lance la hache. Mais encore une fois, c'est très, très anecdotique, mais c'est très, très beau à voir. Donc, sinon, oui, ben, il n'y a pas. Je dirais l'autre qui est peut-être la plus susceptible d'être faite, c'est Grimnir est impitoyable. Donc, essentiellement, si à la fin de notre tour, on a une ou plusieurs unités de Berserker, donc des Vulkits, l'unité de base, et toutes ces unités-là sont engagées au combat avec des unités ennemies, on marque la tactique. Fait que c'est une tactique. Si on sait qu'on est dans un combat d'attrition avec toutes nos unités de Volkite, parfait, je la fais, puis tout ce que j'ai à faire, c'est rester engagé avec une unité ennemie, et ça va être fait. Fait que sinon, les autres, c'est plus des actions héroïques avec des héros, tuer un monstre, et ainsi de suite. Mais je dirais que les deux qui risquent le plus d'être utilisés, c'est Solder une rancune et Grimnir est impitoyable. Et ben, comme n'importe quoi, oui, c'est peut-être pas les plus faciles à faire, mais en même temps, c'est des options de plus qu'on a durant le match que les armées qui n'ont pas eu de tombe célestiale ou qui n'ont pas eu de livre en V3 n'ont pas. Donc, on ne crache pas sur 6 nouvelles possibilités de faire des points dans une partie. Prendre de force va se faire aussi. Si au début du tour, on a moins de Ouais, contrôle, aussi. moins d'objectifs que l'adversaire, puis qu'on en contrôle plus que lui à la fin du tour. Donc, souvent, les battle plans ont 3 objectifs. L'adversaire en contrôle 2, nous 1, on lui en vole 1. Donc, ça devient presque une deuxième tactique de bataille qui consiste à prendre un adversaire à l'autre. Tout à fait d'accord. Ça va être pratique parfois. Et ça nous amène dans le cœur du Battle Tome, les War Scrolls qui ont été critiqués, mais maintenant, chaque fois qu'on va en voir un, il faut garder en tête toutes les synergies qu'on a vues, puis celles qui vont s'ajouter à la lecture des War Scrolls. Donc, premièrement, on commence avec le Frappe-Rune Auric sur Magmadroth, évidemment. Ouais, ben en fait, donc c'est une des 3 versions, les 3 héros génériques sur un Magmadroth. On a le Rune Father, on a le Rune Son et on a le Rune Smiter. Le Rune Smiter, c'est un prêtre, donc il connaît une des prières du bréviaire de prière qu'on a vu, ou
une prière de base, si on veut, là, du bréviaire de base du core rule. Donc, lui, pourquoi on le prend? On pourrait le prendre parce que, bon, sa règle, c'est renforcement runique. Donc, c'est une prière qui peut faire soit à 12 pouces ou soit à 18 pouces, dépendamment lequel quel équipement qu'on lui donne. Donc, si c'est 12 pouces, il peut relancer son jet de prière, mais si c'est 18, ben, c'est plus longue portée. Et ça ajoute un au jet de blessure d'une unité Fire Slayer qui est complètement à portée. Vraiment intéressant. Par contre, c'est pas un héros qui va très, très bien se battre en combat. Donc, seulement 2 attaques, 4-3, pas de rend 2, ça ira pas très, très loin. Mais on le prend pour le Magmadrot aussi. Donc, je vais faire les règles du Magmadrot, tout ça, c'est les mêmes pour les 3, bien entendu, là. Donc, le tir a changé beaucoup. Avant, c'était des blessures mortelles, dépendamment si on était plus proche, plus loin des 3 ou des 6, si on roulait égal ou en bas du nombre de modèles. Maintenant, c'est rendu, on lance un dé par figurine en dedans de 9 pouces, c'est la portée. 9 pouces, c'est pas énorme, et jusqu'à un maximum de 10. Et là, on fait une attaque par figurine. Et c'est du 2 plus régressif, 3 plus moins 1. Et si on passe un tour sans tirer, on peut garder ça en dedans et on améliore la perforation de 2. Donc pour du rend de 3. C'est quand même pas triste. Sinon, ben, on a les mêmes règles qu'avant que cinglante à la fin du combat. On lance un dé pour chaque unité, égal ou en bas du nombre de figurines. On fait les 3 blessures mortelles de plus et le sang volcanique. Quand ce monstre-là subit une blessure au corps à corps sur un 4+, il renvoie une blessure mortelle à l'adversaire. Donc, c'est intéressant. Personnellement, le frappe rune, c'est peut-être pas celui que je prendrais. Il coûte quand même 340 points, assez dispendieux. Et je pense qu'il y a d'autres versions du Magmadrot qui sont meilleures. Donc, je le peins parce que dans ce domaine, le FNIR, il y a certainement sa place. Pour avoir un +1 pour un jeu de blessure, c'est toujours intéressant. Donc, je le peins, un choix intéressant, mais je dirais pas nécessairement dans mes armées de base que je ferais. On va passer à un choix qui est encore plus intéressant, le Runefather sur Magmadrot. Ouais, lui, je le mets sur la table. En fait, je pense que plusieurs généraux Fire Slayers vont le mettre sur la table, soit lui ou sa version à pied, dépendamment comment on veut orchestrer notre liste. Mais très certainement, en fait, on le prend pour plusieurs raisons. Un, il rend les Urgar Berserker en ligne. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Deuxièmement, ça règle le Seigneur de Loge une fois par bataille, tout ce qui est complètement dans 12 pouces, plus une attaque pour une phase de combat. Oui, oui, tout à fait. Et ben, son profil d'attaque s'est amélioré. Donc, on parle de 4 attaques de base au lieu de 3 avant. Avant, c'est du 4-3, là, c'est du 3-3 et toujours 1 de perforation et 3 de dégâts. Mais encore une fois, on a tellement de façons de monter la perforation, de monter le dégât. C'est vraiment intéressant. Puis j'en profite pour souligner aussi que le Magmadrot aussi a reçu une cure de rajeunissement au niveau de ses attaques avec sa gueule là, qui a augmenté à 3 attaques, 4-2, moins 2 des 3 et ses griffes qui avaient été du 4-3. C'est maintenant rendu du 3-3, moins 1-2. Donc, somme toute, le Magmadrot s'est beaucoup amélioré dans un méta où est-ce que les monstres nous permettent de faire des tactiques de bataille additionnelles. Toujours intéressant. Et je pense qu'avec les artefacts qu'on a vus, notamment la rune de 3+, protection, la hache de Grimnir pour un build plus offensif, les traits de monture pour réduire les dommages de 1, là, on commence à avoir un général qui sait se battre, qui peut encaisser au corps à corps, puis qui va être aussi un genre de buff piece, autant pour les 5+, pour les runes, autant que pour le plus une attaque en 12 pouces. Donc, le père des runes, là, un excellent choix à prendre, là, je le mets sur la table. Absolument d'accord, très bonne pièce. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse un très gros travail Non. au corps à corps. Donc, c'est vraiment là, il y a beaucoup de monstres dans le méta qui frappent beaucoup plus fort que ça. C'est quand même limité là, quand on Mais regarde. 360 points, c'est quand même intéressant pour les buffs qu'il apporte aussi pour l'armée. Pour tout ce qu'il apporte, je trouve que c'est un prix qui est raisonnable. Oui. On est avec un War Scroll qui est jouable, contrairement à avant, que les Magmadrot étaient vus comme des pièces sous-optimales. Là, je pense que clairement, on tombe oui, c'est plus cher quand même, mais je pense qu'il peut valoir son pesant d'or. Absolument, c'est une belle pièce, une belle amélioration. Faut juste pas le voir comme un marteau, un gros marteau. Non. À moins, c'est sûr qu'une fois qu'il va avoir des bonus de perforation, de dégâts, là, il va commencer à cogner assez bien, mais ça va être 1 ou 2 tours dans la partie où il va cogner plutôt fort. Le reste du temps, c'est plus une pièce de soutien en combat, effectivement. Exact. On passe au garçon maintenant, le Runeson sur Magmadrot. Je le peins aussi. Donc, encore une fois, c'est les mêmes éléments au niveau du Magmadrot. Les règles sont inchangées. Dans son cas, il lutte pour la gloire, donc il veut impressionner papa. Et essentiellement, chaque fois qu'il fait que
la personne, que le nain, en fait, là, ben, si lui, on lance un dé, un 6 pour toucher, ça fait son nombre, un peu comme les Cruel Boys, en fait, là, ça fait son nombre de blessures en blessures mortelles. Intéressant. Il y a un profil qui a quand même gagné un peu de pique aussi au niveau de ses armes. Donc, au niveau de sa hache d'armes ancestrale, 5 attaques, 3-3, moins 1-2. On peut penser, ça peut être une cible intéressante dans une armée de l'Ofnir avec plusieurs Magmadroth, de prendre lui comme build offensif, vu qu'il y a plus d'attaques, donner la hache de Grimnir, 2 de perforation, 3 de dommages de base, donc un flat 3 de perforation, c'est intéressant, qui peut s'augmenter avec les runes, bien entendu, et d'avoir justement le trait de monture qui fait des 3 blessures mortelles en plus lorsqu'il fait un piétinement. Fait qu'on a un Runeson qui est très, très agressif, qui va être un boulet de canon, qui va frapper un petit peu plus fort, et le Runefather va être un peu plus défensif à ce niveau-là. Donc, ce ne serait pas mon premier choix dans une liste avec un seul Magmadroth, mais dans une liste à 2 ou plus. Puis on se rappelle que les Runesons peuvent être lignes dans une domaine de l'Ofnir aussi. Donc, je suis curieux, je le peindrai. On passe ensuite à leur version à pied, le Runefather d'abord. Je pense que celui à pied, je vais le mettre sur la table. Si on n'a pas un Runefather sur Magmadroth, je pense que le mettre à pied est un excellent choix aussi. 125 points, c'est pas tant cher payé, comme aussi fort à pied que sur le monstre. On perd bien sûr les attaques et les aptitudes du monstre, mais on gagne quand même des règles qui sont intéressantes. On maintient la règle Seigneur de Loge pour le plus une attaque une fois par partie. Bien sûr, la base étant plus petite, on va avoir moins de portée. Mais quand même, ça reste, si on l'entoure bien avec des Urgar Berserker, par exemple, c'est facile d'aller chercher le 12 pouces. Mais aussi la règle suite et assaut intrépide. Donc, 2 règles qui sont intéressantes quand même. On lamentait beaucoup là, la perte du rôle de garde du corps des Auric, des Atregardes Auric. Mais essentiellement, cette règle-là lui redonne. En fait, on choisit une unité d'Auric Earthguard ou de Earthguard Berserker et cette unité-là va être ses gardes du corps et ça lui donne un 3+, transfert des blessures sur ses gardes du corps qui peuvent par la suite, si protection il y a, avoir leur jet de protection. Donc, vraiment intéressant. Et l'assaut intrépide, c'est si cette figurine-là attaque et que ça garde sa suite est complètement dans le 12 pouces, est à portée d'engagement et n'a pas encore attaqué, on peut les faire attaquer immédiatement après. Donc, intéressant et avec un profil quand même 4-4 -1, 3-3 -1, 3, pardon. Avec l'âge de Grimnir, il tombe à -2-4. Choix intéressant avec une prière, par exemple, peut le faire attaquer une 2e fois en phase de combat. Donc, on parle dans un tour pour attaquer 8 fois 3-3, -2-4, sans compter l'effet des runes. C'est intéressant. Et avec sa suite, donc, est vraiment plus tanky, peut vraiment plus encaisser les attaques. Greyford tombe à 7 points de vie. Donc, je pense que pour 125 points, c'est intéressant. Je l'aime bien, je le mets sur la table. Absolument, il vaut ses points. Comme tu l'as dit, on est capable de le rendre tanky. Il y a un tour ou deux où il va pouvoir cogner très fort. C'est il est jouable, clairement. Tout à fait. À noter qu'on a vraiment fait un passage à la V3 avec Assaut Intrépide. Il y a beaucoup de tombes célestiales qui ont donné cette habileté-là de permettre de faire frapper un héros, mais ça prend un point de commandement parce que ça devient une habileté de commandement pour faire frapper l'unité après. Ça rentre en compétition avec All Out Attack ou All Out Defense. Ici, c'est une habileté qui ne nécessite pas de point de commandement. Donc, on voit que c'est vraiment, on est vraiment dans la V3 là, et on a fait le switch. Avec une habileté qui est quand même intéressante. Qu'est-ce qu'il y en est du fils des runes, lui, du Runeson? Je le peins, mais uniquement à cause de son coût en points. 80 points, c'est très peu cher payé pour un héros qui bénéficie tout comme le père des 2 règles qu'on vient de mentionner, la suite ainsi que l'assaut intrépide. Il maintient sa règle contre les monstres de faire un nombre de blessures mortelles sur un 6 égal au dommage de l'arme. Et pourquoi on le peint? En fait, c'est pas tant qu'il va apporter beaucoup de choses à l'armée, mais il va pouvoir, par exemple, donner à des Urgar Berserker un héros de plus pour avoir leur petit 4+ protection qui est très intéressante. Pour 80 points, c'est pas cher payé. Donc, si on est capable de caser un petit héros, on a un peu de points de lousse, ça peut être un choix intéressant. Pas mon premier choix, mais ça reste un choix qui est très, très utilisable là, dans une armée. Ensuite, le maître des runes, Auric, non pas sur Magmadroth, mais à pied.
Ouais, ben lui, je veux dire, je le mets sur la table, puis sans hésiter, en fait, c'en est un qui était sur les tablettes pendant longtemps. En fait, il n'était pas sur les tablettes, il était sur la table parce qu'on le jouait comme taxe dans un bataillon Lords of the Lodge. Mais là, c'est parti, mais en même temps, c'est un prêtre qui a conservé sa même habilité nulle, c'est-à-dire là, de prendre un élément de décor, là, c'est une prière là, que je prends un élément de décor, tout ce qui est en un pouce, je lance un dé, puis sur un 6, une blessure mortelle, c'est très, très mauvais. Mais pourquoi on le prend en fait? Qu'est-ce qui a changé tant que ça? Ben, c'est deux nouvelles règles. Premièrement, il connaît toutes les prières du bréviaire de prière. Fait que ça, être toolbox, tu sais, souvent on dit, bon, OK, j'ai un prêtre, je choisis une prière, laquelle que je prends, puis combien de fois dans une partie, avoir eu telle prière, j'aurais pu la prendre, avoir eu telle. Mais là, on les a toutes. Donc, on n'a pas à se demander laquelle je prends. Il est toolbox, il a toutes les prières. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, bon, ça reste très, très anecdotique, mais quand même. Donc, si tu en as une 3 pouces, donc si on a notre général est en 3 pouces de cette figurine-là, on génère un point de commandement additionnel. Fait que ça vient un petit peu mitiger ce que Yann disait tantôt au niveau des points de commandement. C'est la seule façon, à mon souvenir du livre, de générer des points de commandement additionnels. Ça peut être intéressant, on ne le joue pas pour ça, on le joue vraiment pour le fait que c'est un prêtre et qu'il peut connaître toutes les prières des Fire Slayers, donc peut avoir aussi exemple Curse comme prière intéressante qu'on peut lui. Donc, il connaît 7 prières essentiellement. Donc, c'est plus des invocations éventuelles. Fait que c'est un excellent choix, très, très toolbox. Et quand c'est toolbox, on le met sur la table. C'est une nouvelle tendance de la V3 de faire des personnages qui connaissent tous les sorts de leur domaine ou toutes les prières de leur domaine. C'est vraiment le fun. Ça donne des options de jeu, un peu comme on disait pour l'habilité Uror de tout à l'heure, où on choisit à un moment ou à un autre une habilité. Même chose pour les prières ou les sorts. C'est vraiment le fun. Ça ajoute du plaisir de jeu, ça ajoute un aspect tactique. C'est super. Le RuneSmitter, lui. Ça va être un choix un peu controversé parce que je pense pas qu'il est si mauvais que ça, mais je vais le laisser sur les tablettes. Il a toujours été sur la table dans plusieurs armées Fire Slayers et même en plusieurs exemplaires. Là, des fois, c'était 2 puis même 3 dans une armée. Ses habiletés demeurent les mêmes, c'est-à-dire la prière pour +1 pour blesser, c'est la même chose que son homologue sur le Magmadrot. Et il a encore son habileté de je le mets on the side, il va venir en tunnel avec une unité. Donc, avoir un téléport, pas un téléport, mais un deep strike essentiellement. J'ai longuement hésité à dire est-ce qu'il est sur la table? Est-ce que je le peins? Est-ce que je le mets sur les tablettes? Mais je trouve que les synergies et la proximité des héros et de l'armée est tellement importante dans cette armée-là. Et je dis pas qu'il est pas bon, là. Je pense qu'on peut très, très bien l'utiliser, là. Mais c'est juste que je trouve que le téléporte ou le deep strike, pardon, dans cette armée-là est plus aussi nécessaire parce que l'armée a évolué vers un mur qui va occuper le centre de la table et qui va rester là. Avoir une unité qu'on va faire arriver plus tard, couper des autres buffs, je ne sais pas si c'est la meilleure avenue pour ce livre-là. Je ne sais pas. Ça a sa place, c'est sûr que ça a sa place. Puis il va y avoir des joueurs qui vont me dire dans le chat, j'imagine, ou dans les commentaires, ah ben oui, moi j'en joue un, j'en joue deux, puis oui, puis je le sais que ça peut être très bon. C'est toujours bon d'avoir du deep strike. Mais je me demande si c'est vraiment la meilleure façon de jouer l'armée présentement, du haut de ma seule partie de test. Mais pour ces raisons-là, moi, je le mets sur les tablettes. Tu l'as dit, du Deep Strike, c'est toujours bon. Dans certains Battle Plans, ceux qui ont beaucoup d'objectifs, c'est un atout vraiment important. Ça fait faire des erreurs à l'adversaire, ça joue dans la tête de l'adversaire. On a plusieurs unités qui ont nativement un plus un de charge, donc c'est plus une charge à 9, c'est une charge à 8. On a vu qu'il y a des moyens d'améliorer aussi la charge, notamment avec un Uror, si on est chanceux, d'aller chercher un autre plus 2 de charge. Donc là, ça fidélise un peu. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça, mais je suis vraiment d'accord avec ton analyse. C'est des points qu'on dépense pour une unité qui va être isolée et qui ne contribuera pas à la tactique principale de l'armée. Donc, puis les unités sont quand même chères au final. Ouais. Donc, pas certain qu'on a les moyens de ça. Je suis d'accord. Ensuite, le garde-feu Auric. Oh, on le met sur la table. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis un peu sceptique comme beaucoup de gens, en fait, quand on avait lu le War Scroll, parce qu'il a en fait qu'une seule habilité. Hein, on ne va pas se leurrer, c'est une habilité qui nécessite des modèles qui meurent.
comme Yann, tu l'as mentionné, en Fire Slayers, il va en avoir. Mais je l'ai expérimenté et il y a quatre. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on met un dé à côté du garde-feu au début de la bataille avec un 1. Et chaque fois qu'un modèle Fire Slayer meurt en dedans de 12 pouces, on augmente de 1 jusqu'à 6, qui est la limite, bien entendu. Et lorsqu'on a 6 points, on peut les dépenser au début de la phase de combat et donner une des 4 habiletés à une unité de Fire Slayer en dedans de 12 pouces. De façon réaliste, là, il y en a juste 2 qu'on va utiliser là, parce que le 6 la protection 6+, il y a tellement de façons de l'avoir qu'on ne gaspillera pas nos dés pour ça. Et aussi la colère de Grimnir, donc oui, on peut peut-être s'en servir, c'est un peu anecdotique, mais donc si des modèles meurent avant d'avoir au corps à corps, ils peuvent attaquer avant d'être retirés, c'est correct. Je pense que les 2 qu'on va utiliser, résolution de Grimnir, si à la fin de la phase de charge, il y a une unité Fire Slayer qui n'est pas engagée, on peut déclarer une charge. Intéressant parce que ça donne du mouvement de plus. Ça peut surprendre l'adversaire, mais en même temps, ça reste qu'on dépense tous nos points pour une tentative de charge. Donc, on hésite, mais où est-ce que cette figurine-là brille? C'est la vengeance de Grimnir. C'est qu'on ajoute la caractéristique de dommage des armes de mêlée de l'unité. Plus un dommage, c'est complètement fou. Là. Sur une unité, je veux dire, ça m'a pratiquement gagné la partie que j'ai jouée. Et quand même, ce qui est intéressant, on regarde son profil, là, c'est 4 attaques, 3-3, moins 1-2. C'est pas mauvais, là. Moi, personnellement, dans la liste qu'on va plus tard, je lui mets le Arcane Tomb, fait qu'il devient en plus un magicien, Flaming Weapon. Si on prend par la suite, on met la rune d'Ur-Ar qui améliore la perforation. On peut donc passer potentiellement à 4 attaques, 3+, 3+, moins 3-3. Et on peut faire avec une prière du Rune Master, le faire attaquer aussi en phase de héros. Donc, pour un petit héros du sport à 90 points qui peut faire du 4 d'attaque, 3-3, moins 3-3, 2 fois dans un tour, ça se prend bien. Ça se prend bien. Donc, pour moi, là, juste le +1 de dégâts, là, moi, honnêtement, c'est presque juste ça que je vais utiliser. La résolution aussi dans un cas spécifique, mais c'est un héros très, très peu dispendieux, 90 points, qui sait se battre. Et qui va également donner un buff là, incroyable à l'unité. Moi, c'est un auto-include. J'aime beaucoup la résolution de Grimnir parce que la manière dont l'habilité est écrite, c'est qu'on peut utiliser cette habilité-là aussi au tour adverse. Ouais. Donc, à ce moment-là, on imagine un adversaire qui charge une de nos unités, mais qui se place de manière à ne pas engager une deuxième unité qui est à côté. Mais là, on peut dire, OK, ben moi, je te charge avec mon unité que tu n'as pas voulu engager lors de ta charge. Donc, c'est vraiment un beau petit trick qui est tactique, là, qui peut être intéressant, très, très situationnel, mais ça peut être game breaker, ça peut faire changer le cours d'une bataille si c'est fait au bon moment. Tout à fait. Mais moi, t'as dit de quoi que j'ai vraiment pas aimé? T'as dit un Arcane Tomb sur un héros Fire Slayer. Ça fit pas avec l'histoire. Un joueur qui a ça dans sa liste, non. Non. C'est un livre des rancunes, c'est correct. Okay. T'as raison, excuse-moi, je me suis trompé. Excuse-moi. C'est bon, on va excuser ça parce que pour de vrai, un joueur qui arrive avec ça, tu dis ben, pas le droit de prendre de bière de la fin de semaine. Il faut qu'il y ait une conséquence là, grave. Il y a vraiment un prix à payer. Ouais. Absolument. Ouais. C'est le joueur Korn en toi qui aime pas la magie, Vincent, on comprend. Alors, ensuite, on passe au Belly Forgeron. Dispendieux. 150 points, très dispendieux, mais je le mets aussi sur la table. Il y a ces deux habiletés. On remarque en fait, avant les Fire Slayers, il y avait beaucoup d'habiletés qui augmentaient la sauvegarde. Et là, ça a échangé au profit de protection, ce qui est tout à fait plus naturel parce que des nains tout nus avec une sauvegarde de 3+, ça ne marchait pas. Là, on parle de protection, c'est bien. Donc, il donne une protection aux unités complètement dans 12 pouces de 6+. Une fois par bataille, ça tombe à 5+. Donc, vraiment intéressant. Mais pourquoi on le prend? C'est pour son habilité Barde de la Loge. Donc, lorsqu'il fait le commandement, l'habilité de commandement Rally, et il est totem, donc c'est à 18 pouces, il va rallier sur des 4+. Wow! Ouais. Il y a un potentiel. Puis surtout, c'est une armée, comme on peut le voir, puis on va le voir aussi avec les autres War Scrolls, c'est une armée qui va être bonne contre des armées de mêlée, mais contre le tir, ça va être difficile un peu.
Et justement, son habilité de rallier peut mitiger un petit peu. Ah, j'ai perdu 10 Volkite avec une bonne salve. Je peux en ramener 5 de façon stat, là. Donc, ça va aller mitiger un peu ce dommage à distance-là. Plus si on ajoute le fait qu'il peut avoir l'icône de l'obsidienne, donc il peut annuler les sorts sur les 4+, et sorts persistants. Ça devient une buff piece vraiment intéressante, dispendieuse, mais donner un ward save à tout le monde, euh, faire un rally sur des 4+, et avec l'artefact, annuler les sorts sur des 4+, il est aussi très, très toolbox. Et quand c'est toolbox, on le met sur la table. Ah oui, il y a vraiment un rôle clair dans l'armée, un rôle important. Je pense que les Fire Slayers, on l'a dit tantôt, on va jouer beaucoup de modèles. Ça va être une armée qui va gagner en ayant beaucoup de points de vie sur la table, donc tanker au PV, d'être capable d'en ramener sur des 4+, en plus. Là, Et c'est 2 du coup, là. C'est 2 PV du coup. Oui, effectivement, c'est chaque 4+, c'est 2 PV qui reviennent sur la table. Exact. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça va renforcer une force de l'armée. Ça va vraiment te permettre de mieux jouer ta tactique, ta stratégie. Donc, c'est super bon. Ouais. On a besoin de CP, par exemple, encore une fois. On passe au Berserker après colère. Je le peins. Je pense qu'avec ces rituels, ça devient intéressant. Tu sais, charge et course. Course et charge, en fait. Et relancer, c'est bien. Donc, lui, dans le fond, essentiellement, les règles, c'est qu'il va se battre 2 fois. Essentiellement, là, 4 attaques, 3-3, moins 2-2, un bon profil de mêlée. S'il y a encore des unités en dedans de 3 pouces après la fin de la phase de combat sur un 2+, il les rattaque encore. S'il meurt au combat, il les rattaque encore. Donc, on compte sur le fait qu'il va avoir 8 attaques à 3+, moins 2-2. Par contre, comme on l'a mentionné, c'est un modèle, on prend la bière de Magmalt pour doubler ses attaques. Ça peut faire très, très mal. C'est un missile qu'on va envoyer. En fait, là, on va le faire courir là, d'un 12 pouces avec la rune de mouvement, avec le 6 pouces avec un CP. On va le faire charger par la suite avec une charge qu'on va relancer. C'est intéressant, mais encore là, comme on a vu, il y a beaucoup de choix de héros qu'on met sur la table parce qu'il apporte de la synergie. Lui, il n'apporte aucune synergie. Lui, c'est un agent seul. Il va faire ce qu'il a à faire. Quand même 6 PV, c'est intéressant. C'est pas mauvais, là. Puis je pense, puis à 105 points, c'est un bon prix à payer, je pense, pour un héros, un bon combattant comme ça. Mais j'ai de la misère à lui trouver une place dans mes listes. Je regarde, on parle du Belly Forgeron, du Garde-Feu, on parle du Rune Master, du Rune Father. Les points commencent à manquer, là. Mais c'est dommage parce que je pense que c'est une belle pièce, puis je pense que c'est une figurine qui gagne à être connue. Absolument, mais je pense qu'elle ne fait pas la cote au final. Il y a d'autres choix de héros qui apportent plus à l'armée globalement. Ouais. On passe au Cherche-Mort. Ouais, lui, on aurait pu l'appeler Cherche Tablette, puis je pense qu'il l'a trouvé. Donc, c'est une figurine là, qui vient initialement du jeu Warhammer Quest. Encore une fois, c'est un peu comme on va le voir dans quelques instants, là, les modèles d'Underworld. C'est cool, c'est intéressant, ça donne une petite touche additionnelle, mais n'apporte rien à l'armée. C'est un héros qui va se perdre dans la masse. On le verra pas du tout. Excellent. D'ailleurs, je pense que c'est ça. On arrive au héros de Underworld. Non, c'est la même chose. On ne peut pas avoir d'artefact, on ne peut pas avoir de trait de commandement. C'est les mêmes règles que Runefather avec sa suite, mais sa suite, c'est son unité à lui. Non, il n'y a aucun intérêt. Puis surtout en plus, ils sont keywordés avec Vostarg. Donc forcément, si on va avoir, puis lui-même, Vostarg, ce n'est pas un Volkite, fait n'en bénéficiera pas. Fait que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à prendre les Chosen Access. Et là, on va tomber. Bon, c'est peut-être la seule critique qu'on peut faire au livre. Hein, comme tu l'as mentionné au début, on aurait aimé avoir une nouvelle unité. On se retrouve avec les mêmes unités qu'on avait déjà. Tout ce qu'on a gagné, c'est un héros. Alors, on a les mêmes choix d'unités assez limités. On va commencer par les Atregarde Auric. Et c'est triste parce que avec un nombre si restreint d'unités, c'est plate d'en mettre une sur les tablettes, mais je vais le faire. C'est l'unité, je pense, qui a subi les foudres de Games Workshop pour une raison qu'on ignore. On perdu en fait. Il y avait 2 règles spéciales qui étaient intéressantes, surtout en V3. Initialement, là, si on blessait un monstre sur un 4+, il était demi-mouvement, moins pour toucher. Donc, dans une méthode monstre, c'est parfait. Là, maintenant, c'est remplacé par une règle que chaque 6 pour toucher réduit le mouvement de 1 unité jusqu'à un maximum de moitié.
ça ne le fait pas, mais ils ont surtout perdu leur règle de garde du corps. Et c'était pour ça qu'on les prenait, parce que l'attaque de tir, oui, à 18 pouces, OK, 2 attaques, 4-3, -1, ça reste anecdotique. Et il n'y a pas grand règle qui synergise très, très bien avec ce War Scroll-là. Alors que toutes les règles synergisent davantage pour le corps à corps avec les Earthguard Berserker, les Volkite. Donc, oui, 125 points pour 5, c'est peut-être le War Scroll le moins cher pour les unités, mais c'est aussi le moins pertinent. Puis, j'imagine pas nécessairement dans un format compétitif en avoir beaucoup ou en avoir tout court. Donc, pour moi, je les mets sur les tablettes. Je suis assez d'accord. Hein. La portée de leur tir est seulement, entre guillemets, de 18 pouces. Donc, au moment où on tire un adversaire et qu'on réduit son mouvement, on est déjà relativement proche. Donc, je ne suis pas sûr que ça va avoir vraiment l'impact qu'on l'aurait souhaité. Si la portée avait été 24 pouces, là, je me serais dit, ouf, on peut ralentir l'adversaire de manière significative, peut-être lui faire perdre carrément un tour. On va arriver en combat un tour plus tard. Là, je ne pense pas qu'on va arriver à faire ça. Je pourrais voir avec un Rune Smiter qui téléporte pour avoir une plateforme de tir mobile, mais là, c'est qu'on a investi plus de 350 points, en fait, ça le fait pas. 250, 385 points pour une unité qui ne sera pas buffée, qui ne sera pas protégée. C'est cher payé pour une unité, puis ça prend aussi un point de renforcement. On pourrait en mettre 15 si son battle line avec un prêtre. Mais tu sais, là, on investit des points dans une unité qui va mourir, qui n'a aucune défense au corps à corps, qui est loin des lignes pour se faire buffer. Non, j'aime pas ça. On passe à une autre unité qui, elle, va être sur les tables, j'en suis pas mal certain, les Berserkers Atregarde. Oui, clairement. Augmenter aussi beaucoup en points. On en avait beaucoup trop en V2. En fait, les armées étaient uniquement à ça pratiquement. Là. On avait des Berserkers, puis on avait quelques gardes auriques pour avoir les protections des gardes du corps. Mais eux, en fait, là, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est toujours aussi les mêmes attaques, là, 2 attaques qui ont 2 pouces de portée, fait que toujours très, très utile. 3 -1-2 pour les haches ou 3 Podren, 1 pour les pole axe, mais en même temps, on fait 2 blessures mortelles sur des 6, ça n'a pas changé. Et leur règle de protection a quand même changé. Avant, c'était un 6+ inné et un 4+ si on était en dedans de 12 pouces d'un héros. Là, c'est maintenant complètement en dedans de 9 pouces pour avoir une 4+. Mais avec le nombre de petits héros qu'on va aller chercher, c'est très possible de le faire. Lorsque tout est buffé, on peut avoir des unités qui sont complètement horribles, qui peuvent coucher un méga gargant. Ben ça, je t'en parlais avant de faire l'enregistrement. Là. Une unité qui va être buffée là, avec un point de commandement, avec une rune optimisée, puis avec d'autres bonus qui ne nécessitent pas de lancer de dés, sont capables de coucher une unité de 10, peuvent coucher statistiquement un méga gargant que All Out Defense et Mystic Shield dessus, en un seul tour. Donc, on parle, c'est potentiellement, donc, comment on arrive à ça? Je prends un point de commande pour All Out Attack. Donc, on les met à 2+ pour toucher. Je vais prendre l'aptitude de Runefather plus une attaque en dedans de 12 pouces. Très facile à faire. Pas de CP, pas de ressources, rien, pas de jet de dés. Je vais dépenser les 6 points du Flamekeeper pour plus un dommage. Donc, on tombe à dommage 3. Je prends ma rune de perforation à perforation 2. Et sur un 5+, c'est là que ça devient touché, potentiellement sur un -3. Fait que je pourrais avoir 31 attaques, 2+, 3+, -3. Ça fait, je pense en moyenne, ça fait 45 wounds sur un gargant avec All Out Defense puis avec un Mystic Shield. Il faut que les astres s'alignent, mais même en réussissant pas toutes ces habiletés-là, ça demeure que ça cogne quand même. Et c'est notre unité tanky aussi, ça tank sérieusement. Avec une protection de 4+, là. C'est intéressant. Fait que, les deux versions sont bonnes. Je pense que je vais avoir une version H, une version Poleaxe. Parce que là, avec Nighthaunt qui s'en vient également, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de joueurs Nighthaunt qui vont sûrement garder leur règle éthérée. Donc là, le Rend de 3, ça devient très, très peu efficace. Donc, les blessures mortelles sont intéressantes et les attaques là, qui font à la limite juste un dégât 2 pas de Rend, c'est tout aussi bon. Avec bien sûr le Flamekeeper. Bref, je pense que c'est une unité, on va encore en voir moins qu'avant parce qu'il coûte quand même 160 points pour 5, ils sont très dispendieux. Mais je pense qu'on va en avoir encore sur la table. C'est une unité qui est très, très solide. Là. C'est une des rares sources de blessures mortelles de l'armée. Si on a une petite doléance à faire, c'est que c'est une armée qui a de la misère à générer beaucoup de blessures mortelles et qui ne compense pas en ayant des perforations vraiment impressionnantes. Là, il y a une fois par bataille, on va pouvoir aller augmenter notre perforation sur l'armée, mais ça reste une armée qui va avoir peut-être un peu de difficulté contre le save stacking. Donc j'aime bien là, les 6 qui font des blessures mortelles.
Et on passe à la dernière unité qui, elle, vient avec 2 options d'armes, les Berserker Vulkit. Mais les Vulkits avec cash, je pense qu'on va les voir sur la table. Je pense que ça va être le pain et le beurre. L'unité coûte 160 points pour 10, mais c'est 2 points de vie chacun. Fait que 160 points pour 20 PV, c'est intéressant. Bien sûr, un mouvement, une sauvegarde très, très mauvaise. Donc, 4 de mouvement, 5 de sauvegarde, c'est pas mal la norme pour les Fire Slayers. Leur hache, 2 attaques, 3-3, pas de run 1, très ordinaire, mais ils gagnent plus une attaque sur la charge. Mais là, ce qu'on additionne avec les runes, encore une fois, on fait des additions. On donne de la perforation, on donne plus un de dégâts avec un Flame Keeper. Ne serait-ce que plus une attaque, on peut les monter à 5 attaques chacun, là, avec la charge, avec la rune de plus une attaque optimisée, avec un Rune Father à proximité. Donc, 5 attaques chacun, ça commence à faire des attaques aussi, là, on s'entend. Et bien sûr, leur règle qu'on peut justement, là, une fois par bataille, les faire attaquer, même lorsque les figurines sont retirées, ils peuvent attaquer avant de les retirer. C'est intéressant. Le musicien donne +1 aux charges, intéressant aussi. Donc, c'est une unité de ligne qui va être très solide. Je les préfère aux Berserker Vulkit avec bouclier, qui eux, je les peins. Je pense qu'ils ont leur place dans un rôle très spécifique, qui eux augmentent leur sauvegarde de 4, perdent une attaque, ça fait très très mal. Une seule attaque et coûte 10 points de plus, 170 points pour 10. Et ce qu'ils gagnent comme règle, au lieu d'avoir plus une attaque lorsqu'ils chargent, c'est qu'ils peuvent lancer leur bouclier lorsqu'ils chargent et chaque figurine d'unité sur un 6 cause une blessure mortelle. Ça frappe juste pas assez. Pour les points qu'on va dépenser, ça ne frappe juste pas assez. Et surtout, ça ne survit pas non plus vraiment assez. Le +1 de sauvegarde est relativement anecdotique dans un méta où les blessures mortelles sont omniprésentes. Fait que je les peins parce que je pense qu'ils ont peut-être un. Moi, j'en ai ma liste, je vais en jouer. C'est un petit rôle, mais quand même. Ben, si on veut une unité qui tank, on va chercher les Earthguard Berserker qui ont facilement la protection à 4+. Mais c'est le double de PV. T'sais, on regarde 10 Earthguard Berserker, 320 points, c'est 20 PV. 20 Berserker Vulkit avec bouclier, c'est 40 PV pour 20 points de plus. 40 PV, ça commence à être là. C'est beaucoup. La protection à 4+, par exemple, est très intéressante sur l'autre. Mais ça prend un héros. Ça prend un héros. Ça prend un héros à proximité, donc on augmente encore plus le coût en points là, du combo. Exact. Ici, petite remarque intéressante, là, les Vulkits, leurs musiciens leur donnent +1 à la charge. Exact. Comme tout à fait, les deux unités de Berserker Vulkit ont cette aptitude-là. Ça fait le tour pour les unités. Il nous reste maintenant à voir les invocations. On a 3 invocations qui reviennent et la forge par la suite. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les invocations? Est-ce qu'elles sont bonnes? L'Infernote, je le peins. Okay. Valeur d'exaucement de 4, mais comme on va voir avec la rune, et il y a d'autres façons, en fait, de fidéliser ces jets de dés-là. La portée est courte, quand même 12 pouces, mais avec un artefact là, que j'ai pas parlé en fait tantôt, on peut doubler la portée de l'invocation, donc intéressant. Et il bouge de 2d6 pouces, et lorsqu'il est fini de bouger, pour chaque unité en donne 3 pouces, donc c'est quand même intéressant. On lance 12 dés, chaque 6 fait une blessure mortelle. Et si dans son mouvement, on a roulé un double, chaque 6 cause D3 blessures mortelles. Fait que ça va être intéressant quand on a des héros qui sont quand même en moton. On peut frapper plusieurs unités et c'est 12D, 12D, 12D. Ça peut être une bonne source de blessures mortelles. J'aurais aimé ça l'inclure dans ma liste, mais je pense que je suis 10 points à court malheureusement ou 15 points à court. Mais ça peut être un choix qui est intéressant à ce niveau-là. Le pyromure unique, moi, je le laisse sur les tablettes. En fait, là, c'est une autre phase. Ça bloque le terrain parce qu'uniquement les magmadrots peuvent le chevaucher. Fait que ça peut être, on peut s'en servir pour bloquer un espace sur la table. Puis en fait, l'autre règle, c'est que c'est une protection de 6+. Une autre façon d'avoir une protection de 6+, mais elle, il faut l'invoquer. Il faut gaspiller une prière pour le faire. Le seul avantage, c'est que si on roule un 6, on lance un dé en fait, là, et sur un 6, on a une protection de 4+, et après ça, on retire l'invocation. C'est une façon d'aller chercher un 4+ de protection, mais il faut l'invoquer, il faut le placer, il faut rouler un 6. Donc moi, en ce qui me concerne, là, je le mets sur les tablettes. Le crash flamme, je ne déteste pas, je vais le peindre. En fait, là,
c'est un genre, on ne bâtit pas une liste autour de ça, mais si on a des points, comme c'est le cas pour ma liste, ben, je l'ai mis. Ben, ça fait un petit tir de plus. Une portée de 24 pouces, c'est intéressant. Donc, il faut que ce soit en dedans de 6 pouces d'un prêtre qui va activer l'invocation si on veut. On lance 12 dés et chaque 6 plus, une blessure mortelle. Si l'unité ciblée a 10 modèles et plus, c'est des 5 plus. 20 modèles et plus, c'est des 4 plus. Fait que c'est quand même une petite source intéressante de blessures mortelles. C'est du tir à 24 pouces que l'armée n'a pas. Donc, ça donne un petit quelque chose d'intéressant quand même, là, un petit rôle intéressant pour un prêtre à utiliser. C'est correct. Je sais pas, c'est un genre d'invocation qu'on met pour remplir une liste. Fait que, je vais la peindre. Et on passe finalement à la forge. Est-ce qu'on la. Ben, évidemment qu'on la met sur la Ben, table parce qu'elle est gratuite, mais est-ce c'est qu'elle est ça bonne? exactement. Ben, c'est comme ça a été updaté, en fait, là, ça donne un prêtre, dans le fond, là, un +1 pour à tous les prêtres, en fait, en dedans de 18 pouces, là, un +1 pour les jets de récitation. Donc, intéressant quand même. Ça prend un prêtre en dedans de 6 pour l'activer par contre. Et une fois par bataille, on peut épuiser la force de la forge et plus pouvoir s'en servir. Mais on donne à tous les Fire Sailors sur le champ de bataille une protection de 6+. Donc, une 17e façon d'avoir une protection de 6+. Tout à fait intéressant, pas vraiment. Donc voilà, ben moi, pour le +1 de récitation, c'est intéressant. Je pense qu'on ne crache pas là-dessus. Mais si on compare à d'autres terrains, d'autres factions, je pense qu'on est loin d'avoir un terrain qui est super intéressant. Mais ça reste un four à pizza. On aime la pizza, on aime ça. Avant qu'Alex nous présente sa liste, c'est intéressant aussi de voir que ce Battle Tome-là a très, très peu d'ambiguïté. Donc, on n'est pas en attente de la fac pour savoir comment le jouer. Donc, chapeau à Games Workshop. Je pense que c'est un des Battle Tomes qui a le moins qui a le moins besoin d'une fac dans les derniers Battle Tomes qui sont parus. Donc, j'espère que c'est un signe d'amélioration dans leur capacité à écrire des règles claires et sans ambiguïté. On va maintenant passer à la liste. Tu nous as fait une liste que tu aimerais jouer. En fait, c'est la liste que tu joues présentement, si je ne me trompe pas, que tu Celle que testes. je vais jouer, c'est pas celle que j'ai testée lors de ma partie test, mais c'est très certainement une là, que je vais essayer à ma prochaine partie. Donc, j'ai choisi Greyford, là, comme Yann, on a jasé. Je pense que c'est peut-être la meilleure sous-faction. Hold the line comme stratégie, ça va de soi. Le triomphe, ben, à 1995 points, je ne mise pas trop là-dessus. Donc, j'ai pas mis de Magmadrot. Donc, au grand choc de Yann, là, je pense quand on se parlait aujourd'hui, tu étais un peu, ah oui, pas de Magmadrot. Je suis allé avec une approche plus de modèles, plus de wounds. Donc, ça a été mon approche. Et j'aime ça quand je fais une liste d'armées, que chaque choix a un rôle bien précis. Puis avec ce build-là, j'ai vraiment ça. J'adore quand dans ma tête, c'est clair, puis OK, ça, je le place avec ça, puis j'adore. Donc, le Rune Father général, Spirit of Grimnir, pour activer les versions optimisées des runes sur un 5+, auto-include, avec la hache de Grimnir pour avoir le moins Drain et le +1 dommage. C'est mon général, bien entendu. Et lui va aller avec les deux groupes de Guard Berserker. Donc, c'est lui qui va donner le cap plus protection et il va bien sûr avoir les Guard Berserker avec les haches comme suite. Donc, a des protecteurs, a des gardes du corps pour prendre leurs blessures. Et bien sûr, je peux prendre des blessures et les Earthguard peuvent l'ignorer sur un 4+ avec la protection. J'ai mis un Flamekeeper automatique. Je veux dire, j'en ai parlé, c'est super bien. Comme j'ai dit tantôt un peu, je mets l'Arcane Tomb, parce qu'en Greyford, tu peux avoir 3 artefacts. L'Arcane Tomb avec Flaming Weapon, fait que même lui peut se défendre de façon très honorable, en plus de buffer les unités au besoin. Le Battlesmith, la bannière, comme on a parlé aussi avec le Noceline Icon pour ignorer les sorts sur un 4+, et le Rune Master pour son toolbox, en fait, pour avoir toutes les prières, pour activer la forge. Donc, intéressant. Mes unités, 2 unités de Heartguard Berserker, 10 de chaque. Vraiment sur un front qui vont protéger mon général, là, donc tu ne veux pas nécessairement tant t'approcher de ça. Et j'ai décidé de prendre 2 unités de 20 Vulkit avec des haches, 2 unités fer de lance qui vont être accompagnées de la bannière ainsi que du Flamekeeper. Le Flamekeeper il va en avoir des Volcades qui vont mourir, donc pour activer ses buffs, et la bannière pour que tous mes Vulkits et mes héros aient une protection de 6 et même 5 aussi pour un tour, là. Et j'ai également mis 10 Vulkits avec des boucliers. C'est ma petite unité protecteur de mon Rune Master ou encore une fois une unité que je peux mettre sur un objectif et m'en foutre éperdument. Donc,
c'est une unité qui est peut-être une bonne unité pour son prix, 170 points pour 10 et 20 points de vie, qui peut quand même tanker un peu. Donc, on peut tomber quand même à 3 plus sauvegarde avec un All-Out Defense sur un objectif. Ça me permet d'avoir mes 4 unités de combat beaucoup plus agressives et laisser une petite unité de 10 un peu plus défensive en arrière-terrain pour protéger un objectif. Et il me restait des points, donc j'ai mis le Flame Splitter, comme j'ai mentionné, là, pour avoir un petit peu de portée, de blessure mortelle à portée aussi. Le tout dans un régiment de bataille et avec le Rune Master qui, lui, va être une pause à part, donc 2 pauses. J'ai pensé aussi à mettre peut-être un Hunters of the Heartland. J'ai pensé à tomber de 2 à 9 pauses. J'y ai pensé, mais je pense que pour l'instant, j'aimerais mieux cette liste-là. Et pour faire Hold the Line, ma grande stratégie, ben, tu dois quand même tuer 70 nains à 2 points de vie chacun. J'aime mes chances. J'aime vraiment ta liste, Alex, même si initialement j'ai été surpris que tu ne joues pas de Magmadrot, de Runefather sur Magmadrot. Ouais. Je pense que tu exploites vraiment bien les différentes synergies, les différentes forces de ce nouveau Battle Tome-là. Tu vas chercher aussi, comme on disait, le tanking par le nombre de points de vie. Là, on est à 162 points de vie. Et c'est même plus que ça parce qu'on ne compte pas ceux les 4 points de vie additionnels que Greyford donne aux héros. C'est vrai. Donc, on est à 166 points de vie. Exact. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de points de vie. C'est vraiment bien pour occuper la table aussi en termes de nombre de modèles, d'unités. Donc, j'aime beaucoup. Là, entrer le Magmadrot dans ta liste, ça demande de la repenser complètement. C'est ça. Je trouve ça, puis je l'aime beaucoup, donc je comprends ton choix. Là. Eh bien, c'est ce qui fait le tour de notre analyse du Battle Tome des Fire Slayer. Merci les gars pour vos commentaires et votre analyse. Écoutez, si vous avez apprécié, on apprécie un petit pouce en l'air sur notre vidéo. Ça nous fait plaisir. Ça nous aide à nous positionner, à être vu davantage sur YouTube. Et sur ce, on vous souhaite un bon Wargaming.